Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 14 novembre 2025 et notre ami le colonel Daniel Davis est avec nous. Bon retour parmi nous, colonel. C'est toujours un plaisir d'être ici, Nima. Merci de m'avoir invité. Veuillez vous abonner et cliquez sur le bouton j'aime pour nous aider à atteindre davantage de personnes. Colonel, permettez-moi de commencer par ce qui se passe ici en Amérique latine. Comme vous le savez, je vis au Brésil et nous sommes très inquiets de ce qui se passe au Venezuela avec Maduro et de ce qui pourrait arriver si les États-Unis décidaient d'attaquer. Nous faisons déjà face à des problèmes provenant du Venezuela qui se répercutent sur le Brésil. Voici ce qu'a dit Maduro, son message à Donald Trump. Et j'aimerais connaître votre point de vue sur la situation actuelle, car les États-Unis envoient beaucoup d'armes et de navires de guerre là-bas. On dirait qu'ils se préparent à attaquer, comme nous l'avons déjà vu auparavant avec la frappe contre l'Iran. Mais avant votre commentaire, voici ce qu'a dit Maduro. Quel est votre message au peuple des États-Unis, Monsieur le Président? S'unir pour la paix du continent. Plus de guerres sans fin, plus de guerres injustes, plus de Libye, plus d'Afghanistan. Avez-vous un message pour le président Trump? Mon message est oui, la paix. Oui, la paix. Oui, désolé, je regardais mon téléphone. Je voulais vérifier quelque chose que j'ai vu hier soir. Tu as demandé ce qui se passe ici et ce qui motive cette montée en puissance. J'ai en fait publié un message hier soir parce que j'étais furieux quand j'ai vu le secrétaire à la guerre. Enfin, je n'arrive toujours pas à me résoudre à dire ça au lieu de secrétaire à la défense, mais c'est le terme exact, donc je vais l'utiliser. Il a dit « Aujourd'hui, j'annonce l'opération Lance du Sud. Cette mission défend notre patrie, élimine les narco-terroristes de notre hémisphère et protège notre pays contre les drogues qui tuent notre peuple. » Et ainsi de suite. C'est un mensonge aussi flagrant que tout ce qui a jamais été dit. Et c'est évident. On n'envoie pas un porte-avions, encore moins le plus grand et le plus puissant de tout son arsenal, au large du Venezuela pour attaquer des bateaux de trafiquants de drogue. Et je l'ai même écrit là-bas. J'ai dit, ne nous insultez pas, comme si nous étions assez stupides pour y croire. C'est la justification la plus mince que j'ai jamais vue pour quelque chose d'aussi manifestement destiné à détruire le Venezuela et à s'en prendre à Maduro. Je veux dire, Maduro a déjà tout essayé pour empêcher cela. Vous avez vu, bien sûr, qu'il a pratiquement offert les ressources de son pays sur un plateau d'argent à Trump en disant « Prends ça ». Il a adressé un message en anglais à Trump. « Prends le pétrole, prends les minerais, prends l'or, peu importe. En gros, tu peux tout avoir. » Et Trump a lâché un gros mot en direct à la télévision. Et puis vous voyez, tout ce que nous avons fait, c'est finir par renforcer notre puissance de combat. Cela montre simplement qu'il y a quelque chose de profondément défaillant au plus haut niveau de notre gouvernement lorsque c'est aussi flagrant. Et permettez-moi d'être catégorique ici. Il s'agit d'une violation flagrante de toutes les lois internationales existantes. C'est une violation de la Constitution des États-Unis. C'est une violation du droit américain lui-même, à commencer par la loi sur les pouvoirs de guerre de 1973, mais aussi de nombreuses autres lois pertinentes. Même si les personnes à bord des bateaux que nous avons tués faisaient réellement de la contrebande de drogue, et soit dit en passant, il existe de nombreuses preuves que beaucoup d'entre elles ne le faisaient pas. Même si elles le faisaient toutes, il n'existe aucune justification légale pour exécuter sommairement toutes les personnes impliquées. Et vous avez peut-être aussi vu que Trump, depuis le bureau ovale, s'est vu demander « Eh bien, pourquoi ne déclarez-vous pas simplement la guerre à ces gens ?» Et d'autres ont dit « Eh, vous savez passer aussi par le Congrès. Rendez cela légal, au moins sur le papier. »
Puis, pourquoi ne pas faire ce que la garde côtière américaine fait depuis des décennies? Intercepter les bateaux, les capturer, saisir leur cargaison, identifier les personnes à bord et recueillir toutes les informations possibles à partir de cela. Si vous vouliez vraiment mettre fin au trafic de drogue, c'est ce que vous feriez. Mais à la place, Trump dit « Non, nous n'allons pas chercher une déclaration de guerre. Je vais simplement les tuer. Tous ceux qui sont impliqués dans le trafic de drogue, nous allons simplement les tuer. » Je pense que c'est à peu près une citation exacte. Et cela vous dit tout ce que vous devez savoir. Maintenant, vous voyez ici le porte-avions américain qui arrive. Hier soir, vous avez vu le secrétaire à la guerre déclarer qu'une opération est désormais en cours. Je veux dire, ils ne vont pas les envoyer là-bas pour ne rien faire. Juste faire quelques éclaboussures, obtenir quelques gros titres, puis faire demi-tour et rentrer à la maison. Donc on s'attend à ce qu'ils fassent quelque chose. Et écoutez, tout cela risque fort de nous exploser au visage. Parce qu'il y a des gens, et d'ailleurs n'hésitez pas à m'interrompre si je m'éloigne trop, il y a eu beaucoup de gens, Lindsey Graham en fait partie, qui disent « Hey, c'est exactement comme l'opération Just Cause à l'époque, quand George H.W. Bush et Ronald Reagan sont tous deux intervenus au Panama et ailleurs en disant « Hey, allons simplement chercher ces types. » C'était alors une opération courte et nette. Ils sont entrés, ils les ont attrapés, ils sont sortis, etc. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. C'était terminé facilement. C'est ce qu'ils pensent. En fait, Lindsey Graham, à un moment donné dans ce processus, a dit que ce serait, je cite, un jeu d'enfant. Fin de citation. Et il est vraiment facile de penser que ce sera exactement comme ça. Mais voyez-vous, ce n'est pas seulement immoral et contraire à l'éthique. C'est aussi militairement insensé. Car contrairement à certaines de ces autres opérations, il y a eu ici un énorme délai de préparation. Ainsi, toute cette accumulation de puissance de combat, toutes ces déclarations, donnent au Venezuela le temps de mobiliser sa population, de commencer à former davantage de personnes, de mettre en place les défenses, de réfléchir à ce qu'il ferait et de surmonter le choc de ce qui pourrait arriver. Plutôt que de voir soudainement une montée en puissance et puis bam, on intervient, etc. Et une autre chose, d'après ce qui a été rapporté en tout cas, il s'agirait d'environ 10 000 membres du personnel. Ce n'est qu'un petit nombre de troupes. Si l'on veut intervenir, renverser le régime et littéralement prendre le contrôle, il faut beaucoup plus de puissance de combat que cela. Ce n'est pas suffisant pour faire quoi que ce soit, sauf peut-être se créer des ennuis. Vous pouvez tuer beaucoup de gens. Je ne veux pas sous-estimer la puissance de frappe qu'il y a rien qu'avec le Gerald Ford, sans parler de tous les porte-missiles, frégates et destroyers qui font partie de ce groupe de combat. Vous pouvez intervenir et tuer beaucoup de gens. Mais, je veux dire, si vous voulez faire autre chose que simplement frapper des cibles, comme on dit, et faire exploser un tas de choses, il va falloir envoyer quelqu'un sur le terrain pour agir. Et cela signifie que si vous voulez attraper Maduro, j'imagine qu'il doit probablement avoir une sorte de planque, un bunker enfoui quelque part ou quelque chose du genre. Donc, on s'attend à ce qu'il y vive probablement 24 heures sur 24 en ce moment. J'imagine que, mis à part faire des vidéos comme celle que tu as montrées, la plupart du temps, il doit être retranché là-dedans. Cela veut donc dire que tirer une série de missiles ne suffira probablement pas à le tuer. Il faudra aller le chercher. Et il doit sans doute avoir des gens pour le défendre. J'imagine qu'ils ont quelques loyalistes. Il me semble, Nima, que la croyance dominante, presque une certitude, est que, grâce à cette démonstration massive de puissance de feu et à la réputation des États-Unis, nous allons y aller avec ce grand dispositif, et que tous ceux qui s'y trouvent vont simplement se rendre. Que tous les combattants, tous les défenseurs, tous ces réservistes qui ont été mobilisés vont plier.
On va simplement en tuer quelques-uns, faire quelques énormes explosions de type choc et effroi, et ensuite ils vont se flétrir et s'enfuir. Je n'ai aucun doute que nous essayons probablement de travailler secrètement avec certains généraux pour leur dire « Hey, restez en retrait quand nous arriverons », etc. Je ne sais pas si cela va fonctionner ou non, mais c'est un pari à tenter. Car si le peuple vénézuélien fait ce que le peuple ukrainien a fait, souvenez-vous, en février 2022, Poutine est entré là-bas avec cette grande démonstration de force, s'attendant à ce que cela pousse la direction ukrainienne à reconnaître qu'elle ne pouvait pas gagner la guerre et à chercher la paix et à négocier un accord dans les meilleures conditions possibles, qui était déjà sur la table. Alors, les Ukrainiens, vous savez comment s'appelle-t-il? Zelensky a essentiellement dit « Je n'ai pas besoin d'un véhicule. J'ai besoin de balles, j'ai besoin de munitions. » Il voulait donc continuer à se battre, et le peuple aussi. Et cela s'est retourné contre la Russie. Nous voilà, près de 4 ans plus tard, encore en train de mener cette guerre. Nous pourrions nous retrouver dans une situation similaire, car il était logique, voire rationnel, pour la Russie, de penser qu'il y avait une chance que l'Ukraine recule de cette manière. Le postulat était correct, que la Russie avait la puissance et ne pouvait pas être vaincue. Donc, à terme, elle allait gagner et le prouver. Mais dans ce cas, cela pourrait simplement signifier beaucoup plus de sang versé et de coûts pour toutes les parties impliquées. Mais la situation pour nous n'est pas aussi simple, car c'est plutôt un scénario potentiel à la Vietnam, où, à des milliers de kilomètres de distance, nous ne pouvons pas mener une guerre sans fin. Nous avons ces lignes de communication extrêmement longues, dont certaines pourraient être interceptées, et il est très difficile d'y maintenir des opérations. Et contrairement à la situation entre la Russie et l'Ukraine, pour la Russie, il s'agissait d'une menace existentielle, l'OTAN s'approchant de ses frontières. Rien de tout cela n'existe ici. Donc pour le peuple américain, il n'acceptera pas un accord à durée indéterminée, ni ne donnera quoi que ce soit un taux d'approbation de 80% à Trump pour mener cette guerre comme ils le font pour Vladimir Poutine, car leurs calculs sont totalement différents. C'est une menace existentielle, tandis qu'ici, ce serait pire que la situation du Vietnam pour les nationalistes américains. Je parle de ses partisans. Oubliez ses détracteurs, ceux qui sont contre lui, car ils vont s'y opposer quoi qu'il arrive. Mais ses partisans l'ont élu pour qu'il soit le président de la paix, une expression qu'il aime répéter sans cesse, ou du moins que ses alliés aiment employer. Et pourtant, on le voit faire tout ce qu'il peut pour mener une guerre que l'adversaire le supplie pratiquement de ne pas engager, lui offrant son pays sur un plateau d'argent. Et malgré cela, du moins pour le moment, il se prépare à entrer dans un conflit où beaucoup de gens vont mourir inutilement au Venezuela. Des Américains vont certainement mourir, surtout si vous intervenez sur le terrain. Il y aura forcément des pertes. Pourquoi devrait-il y avoir ne serait-ce qu'une seule victime dans une guerre qui ne devrait pas être menée, qui n'a pas besoin de l'être et qui ne nous apporte même rien? Et si vous parlez encore de cette histoire de pétrole, il nous a déjà été proposé. Nous n'avons pas besoin d'utiliser la force militaire pour le prendre. Il nous a été offert. Cela retirerait même ce dernier prétexte. J'ai simplement l'impression qu'il y a une soif de pétrole, une envie d'opérations militaires meurtrières, de sang. Et jusqu'à présent, tout indique que nous allons y arriver. Maintenant, je prie, la dernière chose que je dirais ici, je prie pour que cela n'arrive pas, pour que suffisamment de personnes se lèvent et s'expriment, pour que suffisamment de gens dans la région disent « Nous n'allons pas tolérer cela ». Nos alliés, la France et le Royaume-Uni, ont déjà rompu leurs liens de renseignement avec nous à cause de cela. Cela devrait être un sérieux avertissement, quelque chose qui devrait clairement nous faire réfléchir.
J'espère qu'assez de pression se fera sentir pour que tout cela reste au stade théorique et ne se produise jamais réellement, et que les forces finissent par partir et rentrer chez elles. Mais je crains que les choses ne se passent pas ainsi. Les gens ici en Amérique latine, Carl, voient cela comme Maduro parlait de la Libye, de la Syrie, de l'Irak, de l'Afghanistan. Cela influence énormément la région si quelque chose se passe au Venezuela. Les gens perçoivent cela comme un événement majeur, presque comme un événement nucléaire se produisant dans la région, si l'on peut dire. Supposons que vous ayez mentionné qu'il n'y a aucune possibilité, aucun moyen pour les États-Unis d'envoyer des troupes au sol pour combattre les Vénézuéliens sans subir ce type de pertes. Et malgré tout cela, les gens voient au-delà. S'ils réussissent leur opération au Venezuela, que se passe-t-il le lendemain? C'est le problème auquel nous faisons face ici, au Brésil, par exemple. Allons-nous assister à une immigration massive? Allons-nous voir des Vénézuéliens, comme ce qui s'est passé en Ukraine, en Syrie, en Irak, venir ici? Oui, sans aucun doute, c'est l'une des caractéristiques de la pensée stratégique américaine de nos jours, et je parle des 2 dernières décennies, en remontant jusqu'à George Bush peu après le 11 septembre. On ne réfléchit pas à ce qui vient ensuite. Il n'y a aucune réflexion, aucune véritable préoccupation quant à l'impact de nos actions sur la région. Les répercussions, le pays ciblé lui-même, ce qu'il affronte, et tout ce qui en découle. Et comme vous le soulignez, je ne pense pas qu'il existe un seul exemple où cela soit resté contenu dans le pays visé. Tout finit toujours par avoir ses effets de débordement. Et puis, en plus de tout ce que tu viens de dire, je ne peux qu'imaginer ce que les autres personnes dans la région vont dire. Qui sera le prochain? La Colombie. Je veux dire, évidemment, il y a beaucoup de tensions là-bas. Le Brésil, est-ce qu'ils seront les prochains? Parce qu'il y a aussi eu des frictions entre la Maison-Blanche et le Brésil. Donc, tout le monde va devoir s'inquiéter de cela. Cela pourrait soit rendre les gens tellement craintifs des États-Unis qu'ils prennent des mesures contre eux, soit les pousser à s'unir. Et je pense qu'on a déjà vu le président de la Colombie demander ouvertement de l'aide en disant « J'ai besoin que d'autres pays de la région nous aident. Nous devons nous unir. » Tu sais, je ne sais pas si c'est quelque chose de ce genre, ou si à un moment donné, cela se transforme en attaque terroriste contre les États-Unis, où certains de ces pays se disent « La seule chose que nous ayons, c'est l'asymétrie. Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas un USS Ford que nous pouvons amener sur les côtes américaines. Alors ils feront tout ce qu'ils peuvent. Car sinon, c'est simplement, tu sais, une soumission totale. Et compte tenu de tout ce que tu viens de mentionner, la Libye, l'Irak, la Syrie, tu vois, c'est toujours la même histoire. Ils perçoivent toutes ces choses dans nos actions comme provoquant tout ce chaos régional. À un moment donné, tu obtiens un alignement d'un groupe de pays partageant la même vision et ils se disent simplement, même si nous allons perdre cette guerre, nous allons te combattre. Nous n'allons plus simplement nous laisser faire. Et je ne sais pas si cela va se produire, ni où cela va mener. Mais il me semble inévitable qu'on ne puisse plus aller partout dans le monde, même dans notre propre hémisphère, avec cette grosse botte lourde, en écrasant les gens, et penser que personne ne fera jamais rien en représailles. Je me demande même à propos de la Russie et de la Chine. Vont-elles rester éternellement en retrait, sans jamais aider personne, et simplement attendre que vienne leur tour d'être impliqués? Je ne sais pas. C'est ce qui m'inquiète dans toute cette question de la Troisième Guerre mondiale, car nous sommes désormais littéralement en train de nous heurter à la Chine. Dans toutes les régions du monde, une seule explosion à un endroit donné peut provoquer des effets en cascade qui pourraient nous entraîner tous. Et c'est juste, je veux dire,
C'est au-delà du ridicule de dire que rien de tout cela n'est nécessaire. Mais rien de tout cela n'est nécessaire. Tout cela est contre-productif. Il y a une sorte de psychose autour de la direction des États-Unis de nos jours. Et cela importe presque peu de savoir qui est au pouvoir, que ce soit Biden, Trump, Obama avant lui ou George Bush. Il y a simplement quelque chose qui nous voile les yeux et qui dit non. La force militaire est la solution. Oubliez la diplomatie. Cela n'existe presque plus. Et quand vous avez le secrétaire d'État qui agit comme conseiller à la sécurité nationale, de manière apparemment permanente, je veux dire, cela en dit long. Vous avez pris l'ancien conseiller à la sécurité nationale et l'avez nommé ambassadeur à l'ONU. Qu'est-ce que cela vous dit? Vous avez littéralement, par définition, militarisé la diplomatie. Donc maintenant, c'est le département de la guerre qui s'est intensifié. Et vous avez pris le département de la politique étrangère et de la diplomatie, le département d'État, et vous l'avez transformé en une branche subordonnée du département de la guerre. Je veux dire, que vont penser les gens dans le monde? Colonel, changeons de sujet pour parler du conflit en Ukraine. Où en est-on avec l'armée russe là-bas? Comment voyez-vous le champ de bataille actuel? Et que veut Donald Trump de la Russie? Parce qu'il essaye... Enfin, concentrons-nous d'abord sur le champ de bataille. Que fait la Russie en ce moment, pendant que nous parlons? Ce que fait la Russie, c'est reconnaître les réalités globales sur le champ de bataille. Ils constatent qu'ils continuent d'élargir leurs forces armées. Ils continuent de recruter, non pas de mobiliser, mais de recruter, plus chaque mois qu'ils n'en perdent. Ils ont en quelque sorte modifié leur mode d'opération. Et avec leur conscription annuelle et l'utilisation de leurs forces de réserve, ils semblent élargir cette base tout en maintenant le nombre de combattants effectifs dans le théâtre ukrainien à environ 700 000. C'est donc un État relativement stable. Peu importe le nombre de soldats qu'ils perdent, ils en envoient autant de nouveaux. Mais ils se développent manifestement au-delà de cela, et ils semblent former une base beaucoup plus large. Ainsi, en cas de guerre mondiale, ou même continentale, une guerre européenne, ils disposeraient de toute la main-d'œuvre nécessaire pour submerger l'Europe, tout l'Occident. Et bien sûr, en même temps, ils étendent également leur base industrielle de défense. Ils augmentent de manière spectaculaire la production et le stockage de tous les systèmes d'armes essentiels dont ils auraient besoin. Drones, missiles longue portée, roquettes, autres types de missiles, et bien sûr, obus d'artillerie. Toutes ces catégories, d'après toutes les sources, sont accumulées en très grande quantité, car elles sont encore utilisées avec un avantage d'environ 3 contre 1 sur la ligne de front. Ils conservent donc cet avantage considérable, mais ils en stockent également davantage, afin de rendre possible, sur le plan conventionnel, qu'en cas de conflit ultérieur, ils puissent le remporter de manière décisive. Pendant ce temps, l'Occident, malgré tous ces discours, ne fait rien d'autre que de dépenser beaucoup d'argent pour quelques systèmes d'armes de haute technologie et certaines catégories de munitions. Mais c'est progressif. Ils envisagent peut-être 20, 30 et ainsi de suite, et je doute sérieusement qu'ils y parviennent non plus. Voilà ce que fait la Russie. Pendant ce temps, sur la ligne de front elle-même, ils constatent l'autre moitié de l'équation dont je viens de parler. L'Ukraine ne peut pas mobiliser de force suffisamment de personnes pour compenser les pertes qu'elle a subies, lesquelles sont considérables, d'un ordre de grandeur bien supérieur. Le chiffre le plus rationnel et logique que je puisse avancer se situe autour de 10 pertes ukrainiennes pour une seule du côté russe. Certains suggèrent que cela pourrait aller jusqu'à 20. Je pense que c'est une exagération, mais 10 semble assez logique compte tenu des éléments dont nous disposons. L'Ukraine n'a pas assez d'hommes pour remplacer les pertes.
Parmi ceux qu'elle parvient à mobiliser de force, un pourcentage non négligeable abandonne le combat et s'enfuit, ou quel que soit le terme que l'on veuille employer. Et puis, bien sûr, il y a les pertes qu'ils subissent quotidiennement. Pendant ce temps, la base industrielle de défense, bien qu'elle fasse de son mieux pour maintenir sa propre industrie d'armement national, est confrontée à un énorme problème. La Russie dispose d'une capacité presque illimitée à frapper partout, jusque dans les profondeurs du pays. Ces usines sont constamment touchées. Le réseau électrique est frappé. Les systèmes d'alimentation qui produisent l'électricité, le chauffage et tout le reste sont sans cesse mis hors service. Il est tout simplement impossible de fonctionner physiquement sans suffisamment d'énergie. Les générateurs peuvent aider, mais ils ne font qu'atténuer le problème. Pendant ce temps, les Européens n'en fournissent pas assez, car ils ne sont pas en mode de guerre. Ils en font un peu plus qu'en temps de paix, mais cela ne suffira toujours pas. Ce ne sera jamais suffisant. Vous ne compenserez jamais ce que les Russes font ici. Ainsi, la Russie se dit « Je n'ai pas besoin de lancer ces grandes offensives qui provoqueraient une hausse de mes propres pertes, mais qui pourraient mettre fin à la guerre plus rapidement. » Il semble se contenter de dire « Vous savez quoi? Je vais laisser l'OTAN continuer à épuiser ses ressources. Je vais laisser l'Ukraine continuer à épuiser ses hommes, et nous allons miser non pas sur la main-d'œuvre, mais sur la puissance de feu. Ils vont utiliser de l'artillerie, des drones FPV, des drones bombardiers, et ces nouvelles bombes planantes dotées désormais de technologies supplémentaires, presque doublant leur portée par rapport à ce qu'elles avaient il y a seulement un an. Il semble en avoir un nombre quasi illimité, ainsi que de nouvelles catégories de drones à longue portée. De plus en plus de missiles passent à travers. Et selon un rapport américain que j'ai vu l'autre jour, très favorable à l'Ukraine, son auteur a admis que les Ukrainiens affirment intercepter environ 20% des missiles. Je ne sais pas s'ils en interceptent réellement autant, surtout les hypersoniques. Mais cela signifie que 80% d'entre eux atteignent leur cible. Et il n'y a pas de réponse à cela. L'Occident n'a pas de réponse à cela. Alors, qu'est-ce que tout cela veut dire? Cela signifie que la Russie suit une trajectoire qui vise à épuiser progressivement les forces armées ukrainiennes jusqu'à ce qu'à un moment donné, elles s'effondrent physiquement, faute d'effectifs suffisants. Et à ce moment-là, la Russie n'aura plus besoin de se battre pour chaque ville. Elle pourra simplement avancer où elle le souhaite, car il n'y aura plus de fortifications, plus de soldats pour tenir les fortifications existantes. Et le moral continue de chuter. Nous sommes donc sur une trajectoire menant à une victoire militaire de la Russie, parce que, et d'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles j'aime votre émission, c'est que le dialogue fonctionne. C'est vrai. Et il a été complètement abandonné par l'Occident dans son ensemble, pas seulement par les États-Unis. Nous aurions pu avoir un dialogue pour mettre fin à tout cela depuis longtemps. Cela aurait permis de préserver des centaines de milliers d'hommes ukrainiens pour l'avenir. Le territoire, les villes, tout cela. Mais parce que nous avons refusé d'avoir un règlement négocié à un moment quelconque, nous, l'Occident, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, avons condamné l'Ukraine à une défaite militaire. Et la Russie semble se contenter de laisser les choses se poursuivre sans accroître le risque pour ses troupes. Et elle continuera jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait cet effondrement. C'est là que nous nous dirigeons. Karl, la Russie se prépare-t-elle ou est-elle déjà en train d'établir une zone tampon? Je parle d'Odessa, de Mykolaïv, en remontant jusqu'à Kharkiv. Et comment définissez-vous la zone tampon que la Russie essaye de créer entre les parties orientales et occidentales de l'Ukraine? Oui, je sais que de nombreux analystes et porte-paroles russes ont parlé d'une zone tampon.
Évidemment, il y en a dans la région de Soumy et d'autres dans celle de Kharkiv, l'oblast de Kharkiv. Ils l'ont effectivement étendu au cours des derniers mois, mais pas de manière significative. Je pense que c'est une opération secondaire, voire tertiaire. Peut-être que dans certaines zones, ils essaient de sécuriser Belgorod, par exemple. De repousser la ligne suffisamment loin pour limiter la capacité de lancer des frappes d'artillerie ou quelque chose de ce genre. Mais je pense que leur objectif principal reste la destruction des forces armées ukrainiennes en tant qu'entité. Et donc ils vont continuer le long de ce vaste front, de Zaporizhia jusqu'à Kharkiv. Je pense qu'ils vont simplement poursuivre dans cette direction, et qu'à terme, cela formera leur propre zone tampon. Une fois qu'il y aura un effondrement et une percée, je pense que les Russes avanceront jusqu'au Dniepr. Ils prendront probablement Odessa, peut-être même sans avoir à se battre pour cela. Ils pourraient simplement la prendre, faire la jonction avec la Transnistrie au sud, et peut-être même aller presque jusqu'aux portes de Kiev, en s'emparant de tout ce qui se trouve à l'est. Je pense que ce sera leur zone tampon. Trump poursuit-il toujours la CISA? Non, le seul cessez-le-feu qu'il ait jamais produit, c'est en gros « Hey, je veux juste que les combats s'arrêtent parce que je n'aime pas ça. Et je veux qu'on me donne le mérite d'une soi-disant guerre que nous aurions terminée. » Alors que je ne pense pas qu'il en ait réellement mis fin à une seule. Il a eu quelques conversations avec des personnes qui travaillaient sur des cessez-le-feu. Mais à mon avis, c'est complètement frauduleux de prétendre qu'il a mis fin à une guerre. Il ne comprenait même pas les situations dans aucun de ces cas. Il veut juste s'attribuer le mérite de choses. Donc il adorerait aussi qu'on lui attribue le mérite de celle-ci, pour ajouter ce qu'il considère comme une plume à son chapeau. Mais il n'a jamais eu le moindre scénario réaliste pour cela, même quand certains étaient sur la table. Il aurait pu en avoir s'il avait été prêt à se retrousser les manches et à prendre des décisions difficiles pour l'Europe et pour l'Ukraine. Mais il n'était pas disposé à le faire. Alors il a simplement dit « Je veux juste que vous vous arrêtiez là où vous êtes. » Et ensuite il dira « Mais parfois, il faut simplement se battre. » Il ne sait donc absolument pas ce qu'il fait. Il ne sait même pas ce qu'il veut. Il change de discours comme une balle de ping-pong. Ça doit donner le tournis à tout le monde, des deux côtés de la ligne de contact. Mais les Russes, je pense, ont finalement simplement dit « Oui, nous n'allons pas écouter ce qu'il dit. Nous allons simplement faire ce que nous avons à faire et te parler de l'autre côté. » Qui fournit des informations à Donald Trump? Parce que nous avons eu cette rencontre entre Donald Trump et Poutine en Alaska, et il a déclaré, juste après la réunion, que le cessez-le-feu était terminé, qu'il fallait trouver une solution permanente à la situation. Ensuite, il est allé au Royaume-Uni, est revenu et a recommencé à dire la même chose. Le cessez-le-feu est important. Qui dirige les opérations en Ukraine, Karl? En ce qui concerne le champ de bataille, en ce qui concerne le renseignement, il me semble que les États-Unis, sous l'administration Trump, ont confié cela aux Britanniques. Est-ce bien le cas, ou penses-tu encore que... Enfin, je n'ai aucune information privilégiée pour te donner une réponse définitive, mais je suis arrivé à la même conclusion que toi. Les Britanniques, peut-être même un consortium réunissant Britanniques, Français et Allemands, ont en quelque sorte élaboré cela ensemble. Et bien sûr, la direction de l'UMLR, Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, ce groupe mène la danse. Zelensky se montre enthousiaste à propos de tout ce qu'ils disent, même si c'est déconnecté de la réalité et ne peut que conduire à la destruction de son pays. Cela ne devrait pas l'enthousiasmer, mais c'est pourtant le cas. Je pense que ces gens-là sont, et que leur tête tourne autant que celle de Vladimir Poutine, à propos de ce qui sort de Washington,
parce que ça change tout le temps. Je pense qu'ils sont aussi détachés de la réalité que Trump, simplement d'une autre manière, et avec le même résultat catastrophique pour le peuple ukrainien. Je pense que l'histoire sera très très amère envers l'ensemble des dirigeants occidentaux. On peut remonter jusqu'à Joe Biden et tracer une ligne droite jusqu'à l'actuel président, et ce sera mauvais pour nous tous. Oui. Et avant de conclure, je sais que vous devez partir. Mais colonel, en regardant le Moyen-Orient aujourd'hui, nous avons eu une guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran. Il semble qu'Israël se prépare non seulement à combattre l'Iran, mais aussi au Liban. Netanyahou a déclaré hier qu'ils n'avaient pas besoin des États-Unis, qu'ils étaient indépendants et pouvaient décider de leur propre politique et stratégie. Mais s'ils attaquent à nouveau l'Iran, du côté iranien, nous avons appris il y a 2 jours, par un responsable militaire iranien, que si Israël attaque l'Iran, ils frapperont Israël avec 20 000 missiles en même temps. Que se passe-t-il à Washington pour tenter d'apaiser la situation au Moyen-Orient, pour prendre une décision quelconque? Personne ne veut de cette guerre. Ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas dire personne. Israël veut très clairement la guerre. Oui, sans aucun doute. Personne ne devrait vouloir la guerre. Peu d'autres la souhaitent, mais Israël, manifestement, oui. Et écoute, si tu ne regardais aucun titre, si tu n'écoutais ni ne lisais aucune actualité, et que tu observais simplement ce qui se passe sur le terrain ici, à mon avis, il n'y a pas eu de cessez-le-feu. Ce n'était qu'un bout de papier, un titre, une série de célébrations. Il y a eu un cessez-le-feu temporaire et un échange d'otages entre les deux camps, et presque immédiatement après cela. Et depuis, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a eu un cessez-le-feu. Le camp israélien a continué d'opérer dans la bande de Gaza, en Cisjordanie et au Liban. Et ils n'ont tout simplement pas cessé de se battre. Cela a à peine ralenti par rapport à ce que c'était avant. Et tu parles de ce que l'Iran va faire. J'utilise rarement le terme « guerre de 12 jours », parce que c'était en réalité un point d'éruption de 12 jours. Puis les armes se sont tues parce que tout le monde avait une raison de faire une pause. L'affaire ne s'est pas terminée. Aucune condition ni aucun accord n'ont été remplis. Ils ont simplement cessé de se battre parce que cela convenait à tous, sur le moment. Mais je pense que le camp israélien a cette obsession de vaincre l'Iran. Et je ne peux tout simplement pas les imaginer s'arrêter soudainement. Tout comme je ne peux pas les imaginer s'arrêter soudainement dans la bande de Gaza et laisser derrière eux ce paysage lunaire qu'ils ont créé. Et puis voilà. Et nous allons nous arrêter et nous allons le reconstruire. Et les mêmes problèmes vont persister. Sauf que maintenant, c'est bien pire à cause de la graine profondément enracinée, trempée de sang, d'une future violence dans la région. Parce que si vous ne donnez pas au peuple palestinien une forme d'espoir qu'il n'avait pas avant le 7 octobre 2023, ce sera décuplé la prochaine fois que cela explosera. Et je pense que les Israéliens le savent. Donc je pense qu'ils n'ont pas renoncé à d'une manière ou d'une autre purifier l'endroit et qu'ils cherchent simplement un prétexte pour y parvenir. Je ne pense tout simplement pas qu'ils y aient renoncé. Et cela inclut et s'étend à l'Iran. Je n'avais pas vu cette déclaration de l'Iran, mais je vais vous dire, mon analyse purement militaire de la situation était que j'étais inquiet pour Israël. Lorsqu'ils ont attaqué l'Iran à grande échelle, j'ai pensé que l'Iran ferait exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait, car le système israélien du dôme de fer avait déjà montré en 2024 qu'il était loin d'être aussi performant qu'on le prétendait. Si vous aviez ces salves, non pas 300 ou 400 missiles et drones arrivant sur une certaine période, mais 1000 d'un coup, puis 20 minutes plus tard encore 1000, et 45 minutes après encore 1000, et ainsi de suite. Si vous aviez simplement vague après vague de milliers d'engins, le dôme de fer serait épuisé.
Même ce qu'il parvient réellement à intercepter est bien inférieur à ce qui est affirmé. Tu vas épuiser tes missiles intercepteurs à ce rythme. Et puis, tout à coup, les 6e et 7e vagues arriveront. Tu n'auras plus rien et tu pourrais littéralement être anéanti. Mais ensuite, bien sûr, il y a la possibilité qu'Israël n'attende pas cette 7e ou 8e salve, il lancerait une arme nucléaire. Et c'est pour cela que toute la région pourrait littéralement exploser. Je pense que l'Iran le sait. Et c'est probablement pour cette raison qu'ils ne l'ont pas fait la première fois et qu'ils pourraient ne pas le faire la deuxième fois. Mais cette fois, ils pourraient envoyer quelques-unes de ces grandes vagues parce qu'ils veulent rester en deçà du seuil. Parce que tu sais, si une arme nucléaire est utilisée, ils n'ont aucune réponse à cela. Donc tout cela pourrait encore exploser pour l'humanité tout entière. US also naming to it geld is an NQ Surisunji. Tu sais ce qui m'étonne, c'est qu'un pays de 8 millions d'habitants pense pouvoir affronter un pays de 91 millions. Parce qu'ils ont l'Amérique derrière eux. C'est la raison. Netanyahou, tu as dit qu'il prétendait pouvoir le faire sans. Eh bien, qu'il essaye. Très bien. Tu penses pouvoir le faire? Tu penses pouvoir le faire sans les munitions que nous fournissons, sans arrêt, sans la couverture politique, sans la couverture diplomatique? Tu crois pouvoir faire ça tout seul? Vas-y, parce que je soupçonne très fortement que tu découvrirais très vite que tu peux pas le faire seul. Et là, tu en aurais pris plus que tu ne peux en supporter. Tu pourrais te rendre compte que tout à coup, tu t'es créé beaucoup d'autres ennemis, simplement par le nombre qui pourraient te submerger. Et alors, encore une fois, cela met tout le monde au bord d'une possible escalade nucléaire. Nous pensons tous que ce serait la Russie ou la Chine qui pourrait déclencher quelque chose comme ça, et il s'avère que cela pourrait être notre soi-disant allié en Israël si les choses tournent mal là-bas. Je suis plus inquiet d'une escalade nucléaire au Moyen-Orient venant d'Israël que de l'une ou l'autre des deux superpuissances. Merci beaucoup, Carl, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Tout le plaisir est pour moi. Et continuez le dialogue, car il fonctionne encore. C'est toujours la seule chose qui puisse résoudre ces problèmes. Parce que si nous empruntons la voie militaire, une version sombre de ce que j'ai dit ici risque probablement de se produire. Oui, exactement. Merci beaucoup, Carl. À la prochaine. Thank you so much, Carl. À la prochaine.